Et de mon point de vue, les collections de lettres sont parmi les documents les plus importants pour la paléographie et qui nous permettent aussi de reconstruire des histoires humaines aussi, professionnelles. Et donc, je vous parlerai plus ou moins de copistes grecs et latins qui travaillent à Rome à la moitié du XVIe siècle. En vous donnant un petit peu d'informations, on pourrait en parler pour des mois, mais évidemment, c'est pas le cas. Et donc, je vous présenterai les résultats de mes premières 10 années à la bibliothèque. Donc, c'est quelque chose qui peut être amélioré dans les années qui viendront. Et alors, il y a la possibilité de reconstruire les vies et les carrières professionnelles de beaucoup de copistes. S'il y a de temps, je vous parlerai à la dernière place de celui que j'ai trouvé les plus intéressants, les plus rigolos aussi. Mais pour être très professionnel, je vous parlerai avant de tous ceux qui sont très connus, de Giovanni Onorio da Maglie, Johannes Mauro Mates et Antonio Parco surtout. Et, ce qui vient du côté documentaire, non strictement graphique, c'est que l'activité de copiste était quelque chose de extrêmement ample et varié. La même personne pouvait copier de manuscrits pour des clients, évidemment, pouvait copier des livres imprimés pour des clients. Et c'est une chose qui arrivait pas si rarement. Parce qu'on est à la moitié du XVIe siècle, donc on imprime des livres depuis des dizaines d'années. Mais quand on ne trouve pas à Rome de livres qui ont été imprimés, je ne sais pas, en Allemagne ou en France, il n'est pas rare de demander à un copiste de copier à la main un livre imprimé. On en a aussi à la Bibliothèque Vaticane. C'était aussi c'était aussi un problème de restauration, en fait. Dans le concept de restaurer à la Renaissance, il y a aussi copier un texte, même qui circule par écrit à la main. Il y a des copistes qui sont aussi des calligraphes pour leurs clients, c'est-à-dire qui sont prêts à rédiger deux lettres très bien écrites du point de vue calligraphique aussi, pas tout simplement du contenu. Et ce qui est étrange, ça arrive à des copistes grecs pour des autres Grecs. Donc, je ne sais pas, il y a Ioannis Provataris, qui est un copiste très connu à Rome, qui écrit une lettre pour le cardinal Cervini, mais de la part d'un autre grec, qui évidemment n'écrit pas tellement bien pour se présenter à quelqu'un de très important. Les copistes, dans certains cas, pouvaient être aussi des bibliothécaires, pouvaient travailler en tant que bibliothécaires. Giovanni Balsamone pour le cardinal Salviati, Matteo De Varis pour le cardinal Ridolfi et pour rester un exemple français, Ange Vergès chez François Ier. Donc, c'était des activités qu'on pouvait faire en même temps, où on pouvait passer de la condition de simple copiste à la condition de responsable d'une collection libraire. L'idée de restauration était très proche, donc un copiste pouvait aussi restaurer un manuscrit en écrivant les parties qui manquaient, en intégrant les papiers qui étaient tombés, qui n'existaient plus. Et on a beaucoup de cas dans le côté latin et dans le côté grec, parce qu'on a Giovanni Onorio da Maglie pour le grec et Luigi Cassanese pour le latin à la Bibliothèque Vaticane, mais on a plein d'exemples de restaurations faites par Giovanni Honorio et de la part de Antonio Eparco, qui était aussi un commerçant. Donc, il n'était pas trop rare que le copiste commerçant restaurait un ancien manuscrit pour le présenter dans un meilleur état et demander beaucoup plus d'argent à son client que si le manuscrit était dans des conditions un peu difficiles. Un copiste pouvait être appelé aussi pour les opérations philologiques de Collatio et de Mendatio aussi. Donc, il y avait aussi un côté de grammairien. On a beaucoup d'exemples à Rome, surtout c'est Giovanni Honorio, qui travaille aussi en philologue. Donc, c'était des compétences qu'il avait à côté de celles strictement calligraphiques qui lui permettaient de faire des choses ensemble.
Le copiste, s'il était le responsable d'atelier ou le vice-responsable d'atelier ou s'il avait beaucoup d'expérience, c'était aussi celui qui pouvait être chargé de ce qu'en italien on appelait, dans l'italien de l'époque, la scontratura, c'est-à-dire le fait de relire le manuscrit qu'on vient de copier et contrôler si tout s'est bien passé et le déclarer à la fin. Il y avait certaines fois, il y avait une sorte de formule conclusive avec laquelle le reviseur disait, bien, c'est comme l'original, c'est exactement comme l'original. Mais c'était une tâche qu'on ne donnait pas à tous ceux qui travaillaient dans l'atelier, évidemment, il fallait beaucoup d'expérience. Il y a des cas où un copiste, surtout grec, travaille à côté d'un copiste latin pour ajouter quelques mots. Donc, on est au 16e, donc il y a beaucoup de lettrés qui aiment beaucoup se montrer très compétents et capables de maîtriser différentes langues. Donc, ajoute surtout dans des manuscrits de grand apparat quelques mots grecs, pas grand-chose, mais le copiste grec peut être appelé par son collègue latin à ajouter ce qui manque. Et il y a quelques rares cas où la chose n'est pas arrivée à bout, et donc on a les espaces vides qui auraient dû héberger la partie grecque. Euh, il arrivait aussi d'être chargé de dessiner des caractères pour l'imprimerie. Les premiers caractères pour l'imprimerie grecque ont été dessinés souvent par des Grecs et ça continue jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle. Et dans un atelier d'impression, le copiste pouvait être appelé aussi pour contrôler les épreuves d'impression. C'était un autre type de tâche qu'on pouvait lui confier. Et il pouvait être aussi chargé d'expertise paléographique. Il arrive à Rome qu'un cardinal s'intéresse beaucoup à une Bible qui a été conservée à Saint-Paul hors le mur. Et pour être sûr de l'ancienneté du manuscrit, il envoie deux de ses copistes pour vérifier. Et c'est une Bible latine, évidemment, mais c'est aussi Giovanni Honorio, le copiste grec, qui est chargé de l'expertise. Donc, ça pouvait arriver aussi. Et c'est assez rare, mais c'est pas infréquent que on a eu de copistes qui ont été aussi des théoriciens de la copie et qui ont écrit évidemment de petits manuels de Vincenzo Cresci ou Ferdinando Ruano en Italie. À partir des collections de lettres, et il est fréquent aussi de trouver des informations un peu plus circonscrites à propos du rythme de travail, parce qu'en fait, c'est un aspect très intéressant. À quelle vitesse travaillait un copiste? Alors, apparemment, les copistes du cardinal Bessarion étaient tenus à deux fascicules par jour. Évidemment, ce sont des indications parce que la consistance d'un fascicule, c'est très labile. On pourrait penser à un simple bifolium jusqu'à un fascicule, je ne sais pas, de 10, 10 bifolia. Mais donc, c'est pas trop précis, mais c'est déjà quelque chose, deux fascicules par jour. Mais habituellement, à Rome, on travaillait deux feuillets par jour. Même dans ce cas-là, c'est pas trop clair hein, la consistance. Ce sont de bifolia, c'est un recto et verso d'un seul folium. Donc, c'est pas trop clair, mais le donné qui vient toujours, qui retourne toujours, c'est deux foliums par jour. Mais il y avait aussi des copistes qui affirmaient de travailler même la nuit. Donc, il y avait une certaine liberté. Je pense que la question, c'était lié à l'argent qu'on devait après aux copistes. Mais si les copistes, comme on le verra après, travaillaient pour plusieurs clients en même temps, il était libre évidemment de travailler même la nuit. Les modalités du travail sont les plus différentes. Il y a des copistes qui travaillent seuls. Il y a des copistes qui ont des amis parce qu'ils travaillent
ensemble d'une façon pas trop strictement professionnelle. Ils se passent le calame au cours de la même ligne d'écriture. Donc, c'est pas le travail partagé comme dans un atelier, mais ce sont des très proches qui travaillent ensemble et qui se substituent quand il le faut. Il y a un cardinal, le cardinal Cervini, qui dit expressément, dit très clairement que quand il y a des manuscrits très volumineux, très imposants, en fait, des décousure, scioglierli, et donner les différents fascicules à différents copistes afin d'avoir un résultat beaucoup plus rapide. Et il y a aussi des copistes qui travaillent dans un atelier et il est très fréquent d'avoir des manuscrits au cours desquels les copistes passent le calame, mais si j'en ai compté jusqu'à 10 pour chaque manuscrit. Et, et surtout pour les copies d'atelier. C'est-à-dire, ça arrivait surtout à Venise. Le chef d'atelier se rendait à la Marciana. Il empruntait le manuscrit pour quelques semaines. Il portait le manuscrit dans l'atelier et il commandait à ses assistants de très rapidement en avoir une copie pour porter à nouveau le manuscrit à la Bibliothèque Marciana. La copie faite dans l'atelier restait dans l'atelier et de là, on tirait plusieurs exemplaires en très très bon état. Donc, il y a un type de copie d'atelier qui n'a pas survécu en beaucoup dans beaucoup de cas, parce qu'en fait, c'était des manuscrits qui avaient un caractère, si vous voulez, très, très pratique. Il n'était pas ni beau, ni intéressant, n'attirait pas les clients, le bibliophile. Donc, c'était des produits qui devaient rester dans l'atelier euh, durant les années d'activité de l'atelier. Mais une fois l'atelier fermé, c'était des copies qui n'avaient pas de sens à garder. Donc, c'est très rare de le trouver, mais ça arrive. Et surtout, il y a des données dans ces collections de lettres à propos de la façon de payer les copistes. Et il y avait les salariés et il y avait les copistes qui travaillaient à la prestation. Donc, on pouvait espérer d'entrer dans la famille d'un cardinal en tant que copiste et donc rester là pour des années avoir ses revenus et travailler tranquillement. Sinon, on devait travailler en freelance, se présenter à la porte du cardinal, demander s'il avait besoin de quelque chose et être payé par fascicule ou par papier. Et il y a une histoire très intéressante d'un copiste grec qui arrive à Rome. Et alors, il commence, vous imaginez, il va travailler chez le cardinal le plus important de la ville, donc il est très obéissant. Le cardinal lui donne des choses à faire. Et il copie le premier, il transcrit le premier manuscrit et à la fin, il se rend compte qu'il aurait gagné beaucoup plus s'il avait été payé par fascicule que par son salaire des écus par mois. Et donc, il essaie de dire au cardinal qu'il serait bien de changer de type de contrat parce que comme ça, c'est pas bien. Mais évidemment, le cardinal est très, très intelligent. Il dit non, tu vas rester comme ça. Il lui donne un écu en plus, mais il le garde dans les mêmes conditions. Il arrive souvent aussi qu'il y a des cardinaux qui vont offrir un logement au copiste ou ils vont lui donner aussi de vêtements. Donc, on paie pas seulement avec de l'argent, mais aussi de vêtements, des chaussures, des repas. Ça arrive. Et, hum, et lié à la façon de travailler, c'est aussi la question du logement où le copiste loge. Donc, si c'est un freelance, il travaille chez lui. Sinon, il peut travailler chez son patron qui lui donne une chambre. L'ambassadeur français à Venise, Guillaume Pélissier, avait voulu un atelier à l'intérieur de l'ambassade pour faire travailler les copistes. Parce que le problème, c'est toujours le même. Il faut voir les copistes travailler.
c'est une question paléographique, c'est une question économique. Et donc, les avoir chez soi-même, c'est beaucoup plus sûr que donner le manuscrit et ne pas contrôler l'activité du... Et en fait, c'est plein d'histoires de manuscrits qui ont fait les pires choses dans leur chambre à la maison. Et ça est arrivé deux fois au moins, une fois avec l'ambassadeur français, une autre fois avec le même cardinal romain dont j'ai déjà parlé. À un certain moment, on découvre que le copiste qui aurait dû travailler seulement pour le cardinal, dans sa chambre, a beaucoup de manuscrits venant de différentes bibliothèques et travaillant pour différents clients. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusivité dans les contrats, qu'il a respecté une sorte d'exclusivité et qu'il a travaillé à un niveau naturellement beaucoup plus bas, beaucoup moins attentif parce qu'il avait beaucoup de choses à faire pour beaucoup de clients. Donc, la question de la chambre dans le contrat avec les copistes est absolument capitale. Dans beaucoup de documents, le cardinal Salviati avait un petit bâtiment à Rome et il avait des chambres pour ses copistes. Il ne le gardait pas dans son palais, mais il avait loué un petit palais avec un appartement exprès pour contrôler ses copistes. Parce que sinon, on prenait beaucoup de risques. Tandis que le copiste de la Bibliothèque Vaticane travaillait à la maison. Il avait l'habitude de prendre le manuscrit, le porter à la maison, faire les copies et rentrer à la bibliothèque. Une chose qui aujourd'hui serait impensable, mais qui a marché pour des siècles. Donc, il faut l'avouer. Et lors de notre colloque à Paris au décembre passé, j'avais montré des cas de polygraphisme pour montrer que dans ces collections de lettres, il n'est pas trop rare de trouver de petits, de petits spécimens de copistes qui présentent leur candidature à leurs futurs clients et qui s'efforcent de montrer leur capacité de maîtriser plusieurs types d'écriture, plusieurs styles d'écriture. Et donc, il transcrit souvent le même texte, une prière ou un texte très commun, dans différents styles pour démontrer leur habilité. Et enfin, à partir de ces collections de lettres, il est possible aussi avoir une sorte je ne sais pas comment on dirait en français, euh, c'est une question de assicurazione sanitaria. Je ne sais pas comment on dit assicurazione sanitaria. Parce que souvent, les clients, les cardinaux, leurs bibliothécaires parlent entrée de maladies qui arrivent aux différents copistes et donc de toutes les difficultés du point de vue sanitaire. Donc, alors, il y a des difficultés du point de vue du caractère, donc il y a les paresseux, il y a les instables, il y a les indolents, et donc il y avait des copistes qui avaient une certaine renommée. Mais il y a toute une série de cas. Donc, il y a des copistes qui tombent de cheval et donc il doit rester au lit. Il y a un cas de Johannes Mauromates. Il rentrait de Bologne à Rome. Il a un accident à Florence. Donc, il doit rester au lit pour des semaines. Donc, il arrête de copier, évidemment. Mais une fois la convalescence une fois que son état de santé va améliorant, il profite pour se rendre dans ces bibliothèques florentines. Donc, il y a aussi des copies de manuscrits dont l'idée naît dans des circonstances très inattendues. Euh, il y a quelqu'un qui se casse les doigts. Et vous imaginez que pour un copiste, c'est le pire accident. Et donc, il y a beaucoup de renseignements et d'informations. Et il y a aussi beaucoup de renseignements et d'informations à propos de la mort de copistes. Je vais terminer avec ça. C'est l'aspect qui m'a impressionné le plus parce que quand on commence, un jeune paléographe, à s'occuper de copistes, on imagine ce monde de gens qui travaillent avec des mains tellement légères, tellement capables, tellement élégantes qu'on ne s'attendrait pas à des personnes extrêmement violentes. Mais c'est ça le cas parce que j'ai trouvé que, alors ça c'est vraiment très intéressant. L'un des copistes alors Paul III avec une confiance avec la violence incroyable parce que ses fils étaient des violents, lui aussi c'était un homme avec beaucoup de colère, d'accès de colère, donc c'était quelque chose qui s'étonnait
n'aimait pas devant un cas de violence, mais l'un de ses copistes préférés avait frappé, on dit frappé avec le poing, avait frappé un homme et il avait tué. Elle l'avait tué au Vatican dans une soirée un peu comme ça. Je ne sais pas si c'était de l'alcool ou d'autres problèmes, mais il y a un document où le pape pardonne à son copiste. Il dit bien, est vrai, il a tué quelqu'un, mais il a une main tellement gentille, tellement agréable qu'il va lui donner la permission de continuer à travailler. Il y a un autre qui est mort dans des circonstances très mystérieuses, mais il avait été frappé par quelqu'un d'autre. Et un autre copiste de la Vatican a été trouvé renversé par terre dans un bain de sang. On ne sait pas beaucoup de choses, mais sur les registres, vous savez que les registres Vatican disent et ne disent pas, parce que la grande habileté de la curie, c'est de dire et de ne pas dire. Et donc, il y a tout simplement la notation vulneratus juste à côté, mais c'est évidemment quelqu'un qui a été tué très proche de notre bibliothèque. Et donc, le panorama qui ressort des activités de copie à la moitié du 16e, c'est beaucoup plus concret de beaucoup de points de vue et aussi très riche en données pour la reconstruction d'histoires biographiques personnelles et professionnelles et qui ouvre aussi des scénarios qui sont pas toujours et pédagogiququement, on ne devrait pas en parler, mais on est en Suisse, donc je me suis dit que je peux le faire librement. Merci.